les 5 erreurs que j'ai pu faire en développant mon SaaS. Donc, pour commencer, petite présentation du SaaS, c'est PDF Filler, une plateforme pour pouvoir déposer des PDF remplissables et ensuite mettre des informations et ça vient automatiquement remplir, par exemple, nom, prénom, et ainsi de suite. Et c'était un focus qu'on avait eu avec une autre entreprise de développement logiciel. On avait fait un focus justement sur les gestionnaires de patrimoine qui avaient un peu de lourdeur administrative. Et finalement, c'était de remplir des bulletins de souscription d'assurance vie, de produits par rapport à des acquisitions de caves à vin, de domaines vignobles, viticoles, de forêts par exemple. Et pour les gestionnaires de patrimoine vraiment indépendants, bah, eux, ils faisaient ça à la main. Quand c'est très peu standardisé au niveau des produits qu'ils proposent, en tout cas, eux, ils proposent vraiment un large panel et c'est ça qui est sympa. Par contre, ça vient avec le fait que pour un petit arbitrage ou une souscription simple, eh ben, ils se retrouvent à remplir automatiquement plein de formulaires et ultra redondants parce qu'il faut mettre 4 fois le nom, prénom dessus. Je vous passe les détails. Mais en tout cas, on avait développé ça pour un client et je me suis dit, bah, en fait, c'est vraiment un des SaaS où j'ai eu le pire résultat parce qu'on a eu zéro revenu. J'ai passé pendant quand même pas mal de temps sur ce dossier-là. J'ai évolué aussi entre Bolt, entre Cursor, Cloud Code. Et bah, en fait, je me suis dit, il y a quand même des apprentissages. Je me suis pris un temps pour essayer d'avoir un post-mortem sur le dossier, savoir ok, sur quoi on continue, qu'est-ce qu'on garde pas. Et je me suis dit, let's go, on fait une vidéo, bah, sûrement que ça va faire gagner du temps à certains. Et autant on a eu aussi des SaaS qui ont marché avec plusieurs dizaines de milliers d'euros de revenus, ce qui n'est pas fou au niveau d'une structure pour amortir les coûts. Par contre, étant donné que c'est du revenu récurrent, ça se prend bien. Mais autant lui, bah, il a juste rien généré, donc retour sur investissement, c'est nul. Par contre, il y a eu beaucoup d'apprentissage. Et du coup, les apprentissages, c'est les suivants. Le premier point, c'est de commencer avec mon idée et après ensuite définir un peu plus de détails et d'aller un peu dans la boucle du vibe coding à donner un peu des précisions, ajoute tel bouton, ah oui, puis aussi mets telle fonctionnalité d'historique et ainsi de suite. Et en fait, c'est le meilleur moyen pour casser et faire quelque chose qui va pas être viable long terme. On va se retrouver, ben, moi je me suis retrouvé avec des régressions, c'est-à-dire du code qui marche plus du tout parce qu'on a modifié une composante. Euh, et, euh, autre élément, c'est parce qu'il y a de plus en plus de bugs. Je me retrouvais en fait à venir patcher une décision qui avait été faite au tout début par Bolt de programmer en Vite par exemple. Moi j'avais une bonne idée en tant que data scientist au niveau du back-end, ce qu'il fallait, il me fallait juste un front-end décent et fonctionnel. Et en fait, ben, je me retrouvais au fur et à mesure à patcher et en fait il n'y a plus rien qui marchait. J'étais obligé de repartir de zéro juste avec mon back-end. Et c'est un peu ça la boucle du vibe coding où je pense qu'il est dangereux, surtout au niveau professionnel, surtout au niveau de quelque chose où on va un peu plus loin que le prototype. C'est que bah, on définit pas bien les spécifications et on n'utilise pas les bons outils pour ça. Donc ça, c'était vraiment commencer avec l'idée et faire les ajustements, c'était la plus grosse erreur. Deuxième point, c'était aussi y aller one shot sans forcément euh, casser en plusieurs morceaux. Et par exemple, je voulais développer une feature et j'y allais, ok, ajoute-moi une base de données, ajoute-moi un formulaire. Et je me posais pas la question, est-ce que la tâche était peut-être pas trop grosse ou c'était quoi la décomposition si moi je le ferais. Et en fait, les agents, je le réalise avec le temps, sont très capables de coder n'importe quelle fonctionnalité juste. C'est juste la manière dont on le communique et la manière dont on s'aligne en fait avec l'agent. Et j'ai pris l'habitude et c'est venu justement avec Bolt la fonctionnalité plans, avec aussi dans Cursor maintenant y a un breakdown par sous-tâche. Il y a des frameworks aussi que nous on a développés pour faire cette logique-là avec Cloud Code. Justement de se dire ok bon bah si c'est une fonctionnalité comment je l'aborde et en fait peu importe si elle est complexe ou pas il y a forcément des sous-tâches et cette liste là elle évolue et c'est ce qui vient vraiment ajouter le plus de pertinence et le meilleur alignement en fait avec les agents parce que pour une sous-tâche quelque chose de simple forcément ils le réalisent comme il faut et là on est aligné avec ce qui est développé. Donc c'était la troisième, c'était pas y aller trop grosse bouchée à la fois. Pardon, le deuxième. Et le troisième, c'est de ne pas avoir soigné le UX tout de suite et surtout de l'intégrer dès le début.
Maintenant, on travaille avec des agents, par exemple, qui nous aident à mieux définir notre projet, mieux définir justement tout ce qui est UX, mais aussi au niveau de la structure. Et dès le début de la structure, je regarde avec des outils qui existent maintenant, de motion design, de tout ce qui est visuel, par exemple Era, Shorts, Canva, Stitch de Google. C'est beaucoup ce qu'on regarde aussi dans notre communauté, c'est d'utiliser ces outils-là parce que moi je suis pas UX designer, mais au final on va jamais être assez proche de toucher à un plus large panel d'activités plus que coder spécifiquement ce dont on a évolué à travers le temps ou fait comme étude ou eu comme expérience. Et en fait, c'est notre responsabilité aussi à nous, en tant qu'architecte. On délègue certaines tâches avec des agents. Il faut pouvoir aussi se dire, ok, c'est ma responsabilité de soigner le UX, qu'est-ce qui est utile. Et en fait, maintenant, on peut avancer ultra rapidement avec des très beaux visuels niveau UX euh, avec les outils que j'ai cités. Le quatrième point, c'est de ne pas avoir choisi de bêta-tester. Ça, c'est quand même c'est simple à dire, mais au final, quand on développe pour un client, nous, on était juste là, nos associés à le tester, des employés. Euh, il fallait quand même aller un peu plus loin pour essayer de casser, essayer de voir, ok, ce qui est intuitif, pas intuitif, et prendre un large panel. Et surtout, c'est un peu une stratégie commerciale à avoir, c'est-à-dire utiliser des bêta-testeurs, voir un peu où est la valeur, et après mieux structurer aussi en termes de coûts. Donc ça, c'était quelque chose que maintenant je change dans la structure, c'est de les inclure le plus tôt possible. Le cinquième point, c'est de ne pas m'être mis à 100% là-dessus. Ça a été pendant longtemps un petit projet buffer. Et du coup, j'ai pas eu la traction que j'aurais voulu au début. J'ai encore continué à ajuster. J'avais pas les bonnes boucles d'ajustement. Et en fait, je l'ai expérimenté sur un autre SaaS. Le fait de faire ça pendant une semaine, 2 semaines non-stop, tu as beaucoup plus de résultats parce que tu vas chercher justement le feedback client, le feedback de la personne qui a un freemium dessus. Et en fait, là, il y a peu d'utilisateurs et en fait, ça décolle pas. Donc, le fait de penser qu'à ça aussi, ça aide vraiment, en tout cas, surtout pour une logique produit. Puis le point 6, le petit bonus, c'est de ne pas m'être fait challenger par des agents, de seulement garder un peu ma vision, puis d'être autocritique, alors que maintenant les agents peuvent aider tout au long de la chaîne de développement logiciel et surtout en fait au début. Se faire poser des bonnes questions, savoir quoi exactement développer, c'est essentiel. Parce que moi, je suis peut-être parti avec un biais, j'avais une idée business, je suis parti dans une direction, et à la fin, j'ai les retours utilisateurs. Et si je veux pas me retrouver avec de faire des patchs avec du vibe coding par exemple, et en fait, je peux très bien dès le début utiliser un agent pour que lui puisse me questionner sur le marché cible, sur l'approche potentielle de mon offre et des fonctionnalités, sur l'accessibilité, voire même sur la stack technique dès le début. Pourquoi je suis parti en vite? Parce que j'avais une démo, mais peut-être j'aurais fait un bon PLD bien décrit, ça aurait été quelque chose de beaucoup plus pertinent pour la suite. Donc vraiment utiliser les agents à tout niveau. Nous on en a vraiment qui utilisent vraiment notre code base au complet et ça simplifie énormément la tâche. Donc voilà, c'était les 5 erreurs que j'ai fait avec mon SaaS. Si ça peut vous être utile, utilisez-les et surtout continuez à coder, continuez à utiliser les outils, continuez à apprendre. On est vraiment à une époque incroyable pour le développement logiciel. Allez, ciao.